Là, on a parlé du mauvais élève, la France. Est-ce qu'il y a des bons élèves? Est-ce qu'il y a des pays qui gèrent correctement leurs dettes? Alors ça, c'est connu. Ceux qui gèrent, c'est les pays scandinaves, que ce soit, ça part de l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, les pays scandinaves, etc. Et eux, en fait, sont très rigoureux budgétairement, en fait. Et pourquoi? C'est la rigueur protestante, etc. Et nous, en fait, On a les Romains. Romains, culture catholique surtout, on aime bien être généreux avec l'argent des autres. Moi, je suis pas contre la dépense publique, encore une fois, quand elle sert vraiment à aider socialement ceux qui sont à la traîne, ou quand elle sert justement à lancer des grands projets qui sont durs à lancer individuellement. Le TGV, l'infrastructure, exactement. Ça, on doit être tous des fourmis face à ça, tu vois. Mais c'est ça qui serait beau, tu vois, de mélanger de l'aide sociale, de l'infrastructure seulement. La dépense doit aider que à l'infrastructure, où de l'aide sociale est mesurée avec son impact. Et derrière, laisser les entrepreneurs nous ramener cette résilience. Et là, on revient à quoi? Un portefeuille de marché. On met pas tous les œufs dans le même panier, ouais, tu vois. Et on est structuré et avec un risque diminué. Et je pense vraiment que qui doit être le moteur, ce sont les PME et non pas les gros industriels. Là, si tu te replaces dans la peau de Anis le trader, tu penses que tu ferais quoi comme stratégie? Comment tu profiterais de la situation? Alors ça, c'est intéressant. Déjà, il faut comprendre que nous, en tant que traders volatilistes, je le répète encore une fois, on n'a pas un bêta par rapport au marché. C'est-à-dire que le marché peut monter, on peut perdre de l'argent. Le marché peut baisser, on peut faire énormément d'argent. Ok. En général, ça dépend du profil de trader. Moi, j'ai un bêta très négatif. C'est-à-dire que quand le marché monte, je fais de l'argent, mais j'en fais beaucoup plus quand le marché baisse. Donc là, t'attends la crise, en fait. Oui, parce que quand il y a de la crise, il y a de la dislocation. Et là, la black box, elle se réveille et là, et surtout, le marché est plus fort que tout le monde. Et en fait, quand le marché baisse violemment, on rentre dans de l'irrationnel. Et c'est là où, si structurellement, mentalement, t'es très fort et que tu laisses les choses se disloquer pour rentrer sur des deals un peu plus faciles, c'est hallucinant. On dirait que c'est du free money. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça peut arriver 2-3 fois dans l'année. Des histoires comme 2008, 2020, etc. J'étais pas là en 2020. Ou 2000, moi j'étais là en 2015. Donc ça arrive tous les 2-3 ans. Mais dans l'année, il y a toujours 2 ou 3 jours un peu comme ça où ça disloque complètement. Et ce qu'il faut, c'est ne pas vivre en continu. C'est-à-dire attendre la grosse dislocation avant d'aller comme un sniper, dire allez, là ça suffit. Et même si ça continue, je vais continuer un peu. Et ce qui est bien dans une banque, tu peux pas être coupé. Alors nous, c'est à la fin de la journée qu'on regarde. Mais tu vois, t'as une capacité de financement énorme, tu vois. Si tu restes à l'intérieur de tes limites de risque, au pire, tu vas te montrer un PNL négatif. Mais tu peux pas être coupé si tu es à l'intérieur de tes risques, à moins que un boss te force la main. Donc, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à à peu près 2010, c'était facile de lire le marché pour quelqu'un comme moi, parce que les règles étaient claires. Imagine, tu joues au foot, tu as un arbitre, tu connais la règle du hors-jeu, etc. Et tu sais jouer, tu vois. Faut pas que tu touches la balle avec la main. Et donc, on arrivait à voir quand est-ce que le marché tirait trop, quand est-ce qu'il devait corriger. Ça se sentait, en fait, quand est-ce qu'il commençait à avoir des histoires, des dossiers. Et les gens se mettent du temps Ils sont dans le déni, en fait. Tu vois, ils sont dans le déni avant de réagir. Et toi, si tu dis, mais attends, mais ça me coûte quoi? Là, il y a des dossiers qui sortent. Le marché n'a pas bougé. La vol n'a pas bougé. Ça me coûte quoi? Alors, pas de vendre le marché, peut-être, mais juste d'acheter des options, tu vois. Et donc là, c'était assez lisible et facile. Mais une fois que les règles ont changé, et c'est quand les règles ont changé, mais c'est une règle fondamentale de monétaire qui a changé, tu vois. C'est celle quand on a introduit les QI, quantitative easing. Alors là, j'adore les économistes. Ils adorent, ou les technocrates des banques centrales, ils adorent inventer des mots pour dire printer de l'oseille. Ok. Mais il y a toujours des variantes, c'est jamais la même chose. Alors, c'est quoi le quantitative easing? J'appuie sur le bouton, je crée de la monnaie. C'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais presque. Hein. Je crée de la monnaie pour acheter de la dette qui existe déjà. Donc, en tant que banque centrale, en fait, moi, ma balance sheet, elle est équilibrée. Ouais. J'ai créé de la monnaie, ok? Et de l'autre côté,
j'ai une dette qui lui fait face. De l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a eu, la banque? C'est débarrassée d'une dette pourrie quand c'était le Portugal, etc. L'Espagne, la Grèce à l'époque, quand les taux ont quasiment monté à 2 chiffres, les taux implicites. Je me suis débarrassé d'une dette pourrie et en échange, j'ai quoi? J'ai des euros centraux qui sont l'équivalent de l'or numérique dans un monnaie. C'est ce qui est le plus proche dans le monde fiat de l'or numérique, des euros centraux. D'ailleurs, c'est ça en fait, quand on parle des euros digitaux numériques pour les gens lambda, c'est de leur offrir un accès à cet euro numérique qui jusqu'à maintenant n'est accessible qu'aux banques. C'est très important de comprendre ça. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Donc, et c'est là que c'est intéressant en fait, c'est que quand ils ont changé la règle et que les banques centrales se sont mis à acheter de la dette, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont implicitement, par les marchés, par le fait que tu sais, quand tu rends quelque chose de plus rare, qu'est-ce qui se passe? Le prix monte. Donc les obligations sont mises à monter. Et alors, ça, c'est un cours de première année d'économie à la fac. Quand les bonds montent, quand les obligations montent, le taux baisse, exactement. Le taux implicite baisse. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit le risque du jour au lendemain, mais pas parce que l'économie va mieux, pas parce qu'on a trouvé une super solution pour le moteur à eau, non. Ou parce que, mécaniquement, un technocrate a décidé que c'était une bonne idée d'aller acheter de la dette. Tu comprends? Et donc, ce que j'ai mis du temps à comprendre, moi, dans les marchés, et je ne comprenais pas, j'étais un peu débousselé, c'est qu'en fait, quand la BCE agit de cette manière, dans mon jargon à moi, elle vend des puts gratuits. Dans le jargon ou dans la compréhension des gens normaux, quand elle fait ça, elle réduit le risque de marché, et en fait, elle vend une assurance gratuite. Mais il n'y a jamais rien de gratuit. C'est-à-dire que quand il y a une assurance, il y a une prime, et quand il y a une prime, quelqu'un la paye. Et qui la paye, cette assurance? Alors, ce sont les travailleurs. Je donne le cas des travailleurs dont le salaire n'a pas été indexé pleinement sur l'inflation, alors que l'inflation minimise la vraie inflation réelle de notre vie réelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'IPC, c'est pas l'inflation de la vie réelle. Par exemple, les profs, on leur a gelé, la fonction publique, les profs, on leur a gelé leur salaire pendant quasiment 10 ans. 8 ans sur 10, je crois, de 2010 à 2020, ils ont eu 8 ans où ça a été gelé. Donc, ce sont les salariés et aussi les thésauriseurs passifs. Je les appelle thésauriseurs, mais on va dire les épargnants passifs qui ont de l'épargne monétaire et qui ne savent pas comment l'investir. En fait, ce sont eux qui ont payé justement cette prime gratuite. Et il n'y a rien de gratuit, en fait. Et c'est ça qui est hallucinant. Et il y a un autre truc dont je voudrais parler aussi, c'est qui sont les gagnants? Alors, les gagnants, ce sont les banques. Ils avaient des dettes pourries, on les leur a allégées, on leur a nettoyé le bilan pour gratuit, tu vois. Derrière, ça a créé du flux, ils ont pu faire des petites marges, il y a eu plein d'émissions dans tous les sens. Et qui aussi a profité de ça? Et le meilleur exemple, c'est LVMH. Tous les mastodontes, ils ont vu leur taux d'emprunt aller zéro. Il y a même le directeur financier et même Bernard Arnault dans une émission sur BFM TV, sur un award, qui dit « Mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on me paye pour emprunter de l'argent. » Comment il a acheté Tiffany? Tu vois, parce qu'à la fin, il achète des vrais trucs. La dette, le QI, c'est du -1, un monde invisible, etc. Mais à la fin, que ça soit lui ou Drahi, ils achètent des vrais assets tangibles, avec des vrais travailleurs, avec un vrai service fourni, avec des vrais dividendes fournis, positifs, tu vois. Donc, tu imagines le trade, tu empruntes à 0 ou légèrement négatif, et de l'autre côté, tu prends un div à 3-4%. Elle est belle, l'histoire, tu vois, c'est facile pour eux. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Comme leur bilan à eux, il est plus allégé, comme ils empruntent moins cher, comme tout leur ratio comptable explose, et les stocks montent à l'infini. Et c'est ce qui s'est passé, ce sont eux les vrais gagnants. Et derrière, ceux qui possèdent leurs actions, les gens qui possèdent des assets. Et on n'a pas parlé beaucoup d'immobilier, ce sont les gagnants aussi, ceux qui possèdent de l'immobilier. Parce que pourquoi?
Parce que le crédit devient plus facile, parce que la monnaie est plus facile à emprunter, donc crédit immobilier plus facile, les prix montent plus facilement. Et pour revenir à ta question, t'as vu, on a fait un long tour. Là, si j'étais en banque, je pense que je ferais du carry trade, c'est tout, c'est-à-dire profiter du flux. Après, c'était pas mon boulot à moi, mais je pense que les banques là, elles se disent bon, la direction du marché, elle est un peu dure à voir. L'argent est peut-être un peu plus dur parce que les taux d'intérêt sont montés, mais il y a quand même beaucoup de flux qui se passent, la monnaie doit circuler, c'est juste de faire des petites commissions et elle se porte très très bien. Chez des gens des Sociétés Générales ou des BNP, ils ont bien vu que les actions avaient bien monté ces dernières années.